Bonsoir tout le monde, bonsoir Clément Terme, ami et collègue chercheur, docteur en histoire internationale de l'IHEID de Genève et chercheur au CERI. Il va partager avec nous ce soir ses réflexions sur la politique iranienne de Joseph Biden, qui vient d'être confirmé enfin comme président des États-Unis après quelques semaines d'agitation médiatique de Trump, comme dit notre maître Bertrand Badi. Tu vas nous parler un petit peu de la nouvelle politique iranienne de Washington entre héritage de Trump et contraintes régionales. Euh, Bien entendu, Clément, ces dernières semaines, nous avons lu beaucoup d'articles d'analyse approfondis, peut-être des spéculations journalistiques des fois, peut-être des réflexions, des wishful thinking sur l'éventuel changement radical, voire tout à fait différent dans l'attitude politique de l'administration américaine de Biden à l'égard de l'Iran. Nous avons aussi lu beaucoup sur la politique sécuritaire, la politique militaire, le déploiement des forces américaines dans la région ou le retrait des forces américaines dans la région. Nous avons lu aussi sur les relations spécifiques que Biden envisage maintenir avec l'État d'Israël, que ce soit avec l'extrême droite israélienne ou un éventuel autre gouvernement, ce qui dicte, entre guillemets, la politique américaine à l'égard de l'Iran aussi, qui influence beaucoup. Il ne dicte pas peut-être, mais il influence beaucoup. Dans toutes ces différentes analyses, comment toi, spécialiste de l'Iran, tu lis et tu écris sur ce pays depuis quelques années, et bientôt tu, tu envisages peut-être différents scénarios de la politique américaine. Si tu peux partager avec nous tes attentes ou tes analyses de futures semaines, voire mois. Oui, merci beaucoup Salam d'abord pour ton invitation. Et ça me fait très plaisir d'être au Carep ce soir, même si on est sur Zoom. On aurait vraiment préféré être en présentiel. C'est un peu dommage, mais en même temps, c'est une occasion d'échanger en profondeur. Oui, alors par rapport au titre que j'ai donné entre héritage de Trump, comme dit notre ami Bertrand Badi, et contraintes régionales, peut-être, comme je suis historien, d'abord insister sur l'héritage d'Obama parce que les membres de l'administration Biden qui vont traiter de cette question iranienne ont une expérience de négociation avec l'Iran. Donc, pour préparer la conférence de ce soir, j'ai lu les parties des mémoires d'Obama qui sont consacrées à l'Iran. Et il y a quand même une déception, c'est-à-dire qu'Obama, quand il a fait sa première campagne électorale, il souhaitait une normalisation, sortir de cette relation d'ennemi avec la République islamique d'Iran. Et il y a eu cette déception qui mentionne sa première lettre à Ramenei, qui lui a valu, dans la version française, il est indiqué un doigt d'honneur de Ramenei, du guide suprême de la Révolution. Donc, il se rappelle de cette tentative initiale. À l'époque, on disait, vous vous rappelez, desserrer le poing. Il y avait cet objectif très ambitieux qu'on avait appelé auparavant, sous l'administration Bush Junior, déjà grand bargain, la grande négociation avec l'Iran. Et finalement, le fait que le retrait américain du JCPOA, donc de l'accord sur le nucléaire en mai 2018, s'est fait au nom de l'absence de grand bargain, de grandes négociations, est ironique. Parce que justement, on s'était focalisé sur le nucléaire, parce que Obama est arrivé à la conclusion qu'il était impossible, avec ce régime, ce type de régime, d'avoir une grande négociation. Donc, au-delà du nucléaire, les 4 dossiers, c'était le nucléaire, le programme balistique, la politique régionale et les droits de l'homme. Et on a vu d'ailleurs que c'est au nom des 3 autres dossiers que l'administration Trump s'est retirée de l'accord sur le nucléaire. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir en arrière et arriver cette fois-ci au nucléaire élargi, comme l'espèrent les Européens, qui sont devenus très ambigus sur leur soutien à l'accord sur le nucléaire, donc qui ont changé de position pendant l'administration Trump, qui se sont alignés sur Trump progressivement, et la nouvelle administration Biden, qui elle aussi a ajouté des conditions, notamment en raison des partenariats régionaux que tu évoquais, Salam.
Donc, on voit que le nouveau Moyen-Orient va s'imposer à l'administration Biden, déjà. Donc, c'est des nouvelles réalités régionales, le rapprochement israélo-golfien, la volonté d'avoir aussi un droit de regard sur les négociations de la part d'Israël. Donc, il y a vraiment tous ces éléments qui vont jouer un rôle dans la future administration Biden. Et je dirais que les conditions politiques ne sont pas favorables en raison de cette première expérience négative de l'administration Obama et le fait qu'Obama aussi, pendant de nombreuses pages, regrette son absence de soutien au mouvement vert, donc au mouvement démocratique qui avait soulevé l'Iran en 2009. Des millions de gens étaient descendus dans la rue pour réclamer la démocratie. Et donc, il dit que c'est ces analystes Iran, donc il accuse ces experts, de l'avoir conduit à choisir cette position de non-ingérence dans les affaires internes de l'Iran. Et compte tenu de la répression massive qui a suivi, il indique dans ses mémoires que c'est un de ses principaux regrets. Donc on voit que les droits de l'homme aussi vont jouer un rôle. On l'a vu ce week-end aussi avec l'assassinat, l'exécution d'un opposant iranien qui a conduit à l'annulation d'un forum business Europe-Iran. Donc on voit que les conditions d'un retour des entreprises ne sont pas réunies. Et ça, c'est l'autre aspect qui me rend pessimiste. C'est mon deuxième point, pour répondre à ta question de manière très directe. C'est que pour les entreprises occidentales, les grandes multinationales, il est nécessaire qu'il y ait un grand bargain, qu'il y ait une grande négociation, une normalisation entre l'Iran et les États-Unis. Pourquoi? Parce que l'Europe n'est pas souveraine sur le plan économique et suit les lois américaines. Donc, s'il n'y a pas de grande négociation, que les entreprises américaines ne reviennent pas sur le marché iranien, ils restent à la merci d'un retour de ces sanctions en cas d'élection, de retour de Trump. On n'espère pas. On va déjà attendre l'arrivée de Biden avant d'imaginer un retour de Trump. Mais on peut imaginer en tout cas un congrès républicain ou une situation qui pousserait à un retour des sanctions qui sont des lois extraterritoriales et qui s'appliquent aux entreprises européennes. Donc, s'il y a simplement un retour à l'accord sur le nucléaire, ça ne sera pas suffisant parce que les sanctions qu'on appelle primaires liées aux droits de l'homme, ce que les États-Unis appellent le soutien au terrorisme, vont continuer. Et l'idée d'Obama de pousser les Européens, notamment les banques européennes, à travailler avec l'Iran, alors que le Trésor américain avait déjà une autre position à l'époque, me semble compliqué. C'est-à-dire, je ne vois pas les entreprises ou les banques investir sous le conseil amical, toujours, de nos amis américains, un retour sur le marché iranien. Enfin, la situation économique globale s'est détériorée avec la crise du Covid. Les prix du pétrole ont très largement baissé, même s'ils remontent un peu. Donc, la situation économique fait que le marché iranien est encore plus risqué. Et il y a eu enfin l'appauvrissement, la conséquence de la pression maximale qui a conduit à un appauvrissement de l'Iran, une dégradation de la situation économique, une récession. Donc, ce n'est plus un marché dynamique comme il apparaissait au moment de la signature du JCPOA. Donc, les conditions économiques locales ont également changé. Ce n'est pas une situation favorable à l'Iran. Alors, pourquoi on peut être optimiste? Parce que quand même, comme tu l'as indiqué, il y a beaucoup de spéculations médiatiques. Elles sont fondées sur un élément simple, c'est que le budget de l'Iran est déficitaire. Sur les 8 premiers mois de l'année iranienne, donc 2019-2020, l'Iran a été capable de lever seulement 12% des revenus pétroliers escomptés. Donc, il y a vraiment une crise budgétaire qui s'annonce. Donc, l'année iranienne se termine en mars 2021. Donc, il y a une urgence budgétaire. Et l'Iran, le gouvernement de Rouhani, a prévu des exportations pétrolières à 2,3 millions de barils dans le futur budget qui va être déposé au Parlement. Donc, il y a une anticipation pour la survie économique d'un retour du pétrole sur le marché, du pétrole iranien sur le marché international. L'Iran exporte, selon Bloomberg, ces dernières semaines, un peu plus de 100 000 barils jour. Vous imaginez, les exportations étaient à 2,3 millions de barils avant mai 2018. Donc, c'est cet élément qui pousse à l'optimisme, mais ce qui pousse au pessimisme, encore une fois, c'est l'humiliation qu'a subi l'Iran sous Trump, avec ce retrait de l'accord qui n'a pas été anticipé par les négociateurs iraniens. Mais ça va se jouer donc entre l'humiliation qui a été subie et ses conséquences, l'inflexibilité idéologique du guide suprême et l'impératif de la survie économique. Donc, je vois plutôt, personnellement, un accord limité de court terme, pétrole contre restrictions sur le programme nucléaire. Tu ne penses pas, cher Clément, que quand même au sein du régime iranien, il y a un conflit
s'est traduit, d'après la presse, récemment par cet assassinat du jeune journaliste qui était pendu très rapidement suite à un procès injuste qui a été accusé d'espionnage et tout le panoplie qu'on connaît de ces régimes. On dit qu'il y a un conflit qui s'est traduit dans cet événement entre les gardiens de la révolution et les renseignements secrets iraniens, que lui, il a payé le prix de ce conflit. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a certains clans ou camps politiques ou sécuritaires au sein du régime iranien qui a intérêt à que ces sanctions ou que cette pression économique perdure? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le complexe obsidonial de la République islamique. D'ailleurs, comme tu le sais, il y a eu récemment des rumeurs, des fake news qui nous viennent d'Iran sur la supposée détérioration de la santé du guide. Et ce qui était intéressant, ce n'est pas tellement la fake news, parce que c'est une fake news récurrente depuis le milieu des années 2000. On annonce régulièrement des problèmes de santé pour le guide suprême. Mais c'était l'information qu'il y avait dans la fake news, c'était que c'était Mojtaba, son fils, qui prenait la succession temporairement. Donc, c'est des idées qui sont testées par les renseignements iraniens qui diffusent ces fake news auprès de journalistes qui pensent avoir des exclusivités. Donc ça, oui, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a la guerre de succession du guide entre la faction pragmatique qui s'occupe de la survie économique, c'est ce qu'on appelle la faction des reconstructeurs, Kargozarad, Rafsanjani, donc qui n'est plus là, mais qui représente un peu cette aile réaliste, c'est-à-dire dans le sens où ce groupe-là pense que la survie du régime est mieux assurée avec une gestion plus modérée de la conflictualité avec les États-Unis. Et ce groupe pense qu'une normalisation économique n'entraîne pas forcément la chute du régime. Mais le guide, lui, il n'est pas sur cette ligne. Il pense que s'il commence à réformer, c'est le début de la fin, c'est la boîte de Pandore, et la réforme entraînera la mort. Et l'exemple, c'est ces articles qu'on retrouve dans la littérature des think tanks occidentaux sur Ayatollah Gorbatchev. Ça fait depuis la fin des années 90 que l'Occident cherche Ayatollah Gorbatchev. Et le guide a compris cette approche occidentale, et donc il préfère tuer. Donc ça va au-delà d'une guerre de service, c'est une conviction profonde. Et c'est une des différences avec l'URSS, la gérontocratie des années 80. Les dirigeants soviétiques n'étaient pas prêts à tuer leur propre population. En novembre 2019, le régime iranien a montré sa capacité à réprimer. Il le montre là ponctuellement en envoyant un message aussi. À mon avis, c'est plutôt une réponse par rapport au meurtre du scientifique iranien, puisqu'ils ne peuvent pas tuer un responsable du programme militaire nucléaire israélien. Ils vont tuer quelqu'un qui est sous leur coupe, donc un opposant iranien, un journaliste, qui est accusé de travailler pour les services secrets qui ont supposément perpétré le meurtre de l'ingénieur nucléaire iranien. Donc c'est ça leur vengeance. Ils n'ont pas de capacité de rétorsion en Israël ou à l'extérieur. Donc ils ont des moyens limités. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que le régime iranien est d'abord dangereux pour sa propre population. Après, bien sûr, on le sait en Syrie, hein, on l'a vu, ce qui s'est passé en Syrie aussi, c'est un message pour la population à l'intérieur. Donc le réseau d'influence régionale de l'Iran pose aussi cette question d'une utilisation de forces miliciennes étrangères pour réprimer la population en interne en cas de soulèvement. Donc ça c'est un élément aussi que je n'ai pas mentionné, mais s'il y a des futurs soulèvements populaires, j'ai mentionné les regrets d'Obama, mais ils sont quand même importants ces regrets d'Obama sur le mouvement vert, parce que Joe Biden pourrait ne pas être sensible aux arguments des experts de l'Iran sur cette question du soutien américain à des mouvements démocratiques en Iran. Et ça pourrait être un élément qui pourrait freiner aussi la diplomatie occidentale vis-à-vis de la République islamique. On l'a vu dans le cas de saoudien quand même. Il y a eu quand même une prise en compte du meurtre du journaliste Khashoggi saoudien dans les relations entre l'Arabie saoudite. En tout cas, ponctuellement, ça a créé une crise de réputation. Donc, il y a ce problème réputationnel qui est déjà lourd pour la République islamique d'Iran. Donc, en tout cas, le meurtre de ce journaliste contribue à gêner le retour de l'Iran, puisqu'il a tout de suite freiné les premiers contacts qui pouvaient être pris avec des entreprises européennes, avec
le monde des affaires. Mais dans tous les cas, la leçon de la période 2015-2017, on pourrait même aller jusqu'à 2013, la période préalable, donc qui précède la signature de l'accord, où il y a eu beaucoup de contacts de type business entre l'Iran et l'Occident. C'est vraiment cette leçon, c'est que pour la République islamique d'Iran, c'est pas possible de crier mort à l'Amérique le vendredi et d'aller à Davos le samedi. Il y a quelque chose qui va pas, que les entreprises ont compris. Donc, ils ont dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent sur le marché iranien, et donc ils seront très prudents. Et est-ce que Rouhani est réconforté réellement par l'élection de Biden en pensant que ça va soutenir sa réélection dans les prochaines élections présidentielles en 2021? Le Rouhani ne peut pas se présenter parce qu'il a déjà fait 2 mandats. Alors son courant plutôt. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, déjà, Rouhani ne devait pas être candidat, ça devait être Rafsanjani. Mais Rafsanjani menaçait le guide en 2013. Donc, il a disqualifié son compère. Parce que ce qu'on voit, c'est que le guide a éliminé toute la première garde, c'est-à-dire la première génération de la Révolution, parce qu'il a un grand ego, il a 81 ans, et il veut des gens qui lui obéissent. Donc, c'est toute l'idée d'amener une nouvelle génération au pouvoir. Ce n'est pas un renouvellement au niveau intellectuel, ce n'est pas une révision des dogmes de l'ayatollah Khomeini, c'est simplement une soumission plus grande à la tutelle du guide. Et donc, tous ceux qui pouvaient résister, qui avaient une légitimité révolutionnaire à l'intérieur du système, ont été marginalisés. Donc, il y a même aussi il y a un débat sur la mort de Rafsanjani dans sa piscine. Donc, là aussi, il y a des éléments douteux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si c'est un membre de ce groupe qui va gagner, ce qu'on observe, et ça, c'est mon responsable, mon directeur de thèse, Farhad Khosrow-Kavar, qui l'avait montré déjà à l'époque dans un article pour Confluence qui s'appelait Iran, la nouvelle donne. Il avait expliqué qu'il y avait une domestication de l'opposition iranienne. Et Rouhani était le résultat de ce processus d'affaiblissement du président. Le guide a même envisagé de supprimer le président. Alors, le problème de cette option parlementaire, donc il faudrait un régime parlementaire, entre guillemets, parce que c'est lui le véritable détenteur du pouvoir, c'est qu'il serait décideur et responsable. Pour l'instant, il est décideur, mais pas responsable. Donc, il a intérêt à avoir un président faible pour s'abriter, parce qu'en République islamique, on peut critiquer le gouvernement, mais on ne peut pas critiquer le système. Donc, c'est une astuce qui perdure depuis le début, avec ce président élu, mais qui décide de pas grand-chose, mais qui, en tout cas, a une façade qui permet au guide de se protéger et de ne pas être responsable. Mais finalement, comme il y a eu une répression de plus en plus forte à partir de 2009, une prise de pouvoir de l'appareil de sécurité, ce qui se joue, ce n'est pas tellement l'élection présidentielle, c'est la succession du guide. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces tensions internes et qu'il y a une répression à l'intérieur du système, une purge interne qui est de plus en plus forte. Mais ça contribue à affaiblir le système, parce que la force du système, c'était de recycler, d'être capable d'inclure, d'intégrer les réformateurs, les modérés, et de maintenir un certain niveau de pluralisme à l'intérieur pour ne pas rejeter les oppositions à l'extérieur. Mais ces purges successives depuis 2009 ont abouti à un système de plus en plus homogène, avec ce Conseil des gardiens, on l'a vu lors des élections législatives de février 2020, qui a massivement disqualifié des réformateurs, mais aussi des conservateurs qui critiquaient. Donc, ce qui est purgé maintenant, c'est ceux qui critiquent. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de maintenir ce qu'on appelle en sciences politiques une semi-opposition à l'intérieur du système. Le défi dans ce nouveau contexte, c'est d'obtenir une participation de la population aux élections. C'est ça le grand enjeu dans ces régimes autoritaires. Quel sera le niveau de participation réel? En général, je peux déjà vous dire le niveau de participation, ça sera 66%. En général, c'est le niveau de participation qui est annoncé par la République islamique pour toutes les élections présidentielles, plus ou moins. Donc, réel. Alors, on pense, alors pour les législatives, c'était 40%. Officiel, on pense que c'était 20-30%. Mais on pense que c'est moins de la moitié. Depuis 2005, surtout. Après, en 2009, il y a eu une exception, parce qu'il y a eu un Moussavi qui s'est vraiment émancipé pendant la campagne. Donc, c'est pour ça qu'ils font des campagnes très courtes, 1-2 semaines, parce qu'ils ont peur que ça leur échappe. Les campagnes sont de plus en plus courtes. Même ça, c'est difficile à contrôler. Donc, parce qu'il y a
une aspiration sociale qui est très forte. Mais ce qui a changé depuis 2009 et cette perte de contrôle du processus électoral, c'est que la majorité de la population ne croit plus à une réforme du régime à cause de ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire que le guide a fait le choix de la répression par rapport à celui de la réforme. Donc, c'est pour ça que certains collègues surnomment le guide Ramenei Ayatollah Machiavel, parce que Machiavel a cette fameuse phrase, quand on ne peut pas être aimé, il faut être craint, mais il précise Machiavel, il ne faut pas être détesté. Donc c'est ça le défi du guide, de ne pas arriver à un niveau de crainte qui conduit à la détestation. Et pour revenir à l'économie, tu parlais tout à l'heure de l'impact des sanctions, du boycott et la situation presque catastrophique de l'économie iranienne. Mais en même temps, on voit que l'Iran est très influent dans la région, notamment en Syrie, en Irak et au Liban. Et pour être influent, ça ne suffit pas seulement de faire recours aux armes, mais il faut aussi dépenser. Alors, d'où vient cet argent qui est dépensé largement au Liban, en Irak et en Syrie pour financer les milices, pour acheter les loyautés, etc., etc. Alors, il faut tout de suite dire qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que la pression maximale appauvrit la population, le pays, la nation, l'État iranien, mais pas le régime. Et le régime, au contraire, parce que une des raisons pour lesquelles le guide a fait le choix de Rouhani à l'époque, c'était que le secteur informel avait pris tellement de place dans l'économie, il représentait plus de la moitié de l'économie réelle, que l'État craignait de perdre le contrôle. Parce que le défi pour ce genre d'États qui sont dans la marge de la légalité internationale, c'est de perdre eux-mêmes le contrôle à force de ne pas être transparent. Donc, il y a un risque de déliquescence de l'État. Mais en même temps, ça ouvre des marges de manœuvre parce que ça renforce le rôle des gardiens qui contrôlent des ports, comme on voit avec l'Hezbollah, avec l'aéroport de Beyrouth, qui contrôlent le commerce illégal, même de l'alcool, par exemple, qui est un business très lucratif en République islamique. Donc, ils vont générer encore plus de revenus pendant les sanctions. Quand il y a une ouverture aussi, parce qu'ils vont forcément bénéficier des contrats. Donc, ils gagnent à tous les coups. Ils gagnent quand on ouvre. Donc, ça, c'est la faiblesse de la stratégie d'Obama et du pari libéral, de dire si on commerce avec l'Iran, l'Iran deviendra une démocratie, etc. C'est pas vrai. Ce sont aussi les gardiens de la révolution qui vont bénéficier des contrats. Mais en même temps, quand il y a des sanctions massives, que l'Iran est repoussé vers la Russie, vers la Chine, ce sont les gardiens de la révolution qui en profitent. Donc, parce qu'il n'y a plus cette volonté de présenter une façade présentable. Et donc, ça peut nourrir les réseaux. Donc, il y a par exemple, en Afghanistan, il y a le trafic de drogue, il y a le trafic d'armes, il y a le trafic de pétrole, surtout en Irak, qui est très important, avec la Syrie aussi, selon les Américains. Alors là, sur la Syrie, c'est intéressant. J'ai étudié plus particulièrement ce cas. Il y a vraiment deux récits contradictoires. Il y a celui des Américains qui présentent la Syrie comme une plaque tournante du business des passes d'Aran dans la zone, et la presse iranienne se plaint tout le temps de ne pas être récompensée pour l'effort de guerre fourni en Syrie et que tous les contrats vont à la Russie parce que la Russie peut avoir des financements chinois en Syrie et pas l'Iran. Donc, ils pensent que les entreprises iraniennes sont marginalisées en Syrie. Donc, il y a vraiment deux récits qui s'opposent, mais je ne suis pas spécialiste de la Syrie, donc je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux. Donc, peut-être tu peux nous dire un mot, Salam, sur la réalité de cette présence économique iranienne en Syrie. Elle est assez forte, mais en même temps, il y a une concurrence russe rude. Et malgré l'alliance apparente entre la Russie et l'Iran sur quelques dossiers dans la région, il y a quand même une concurrence, je ne dis pas un conflit, une certaine concurrence qui a elle a certainement des limites sur la scène syrienne. Et la Russie, elle veut vraiment tout dominer en Syrie. Peut-être elle laissera quelques intérêts pour l'Iran, mais la majorité de l'économie syrienne, pour l'instant, est sous le contrôle de la Russie. Pas de la Russie comme tu viens de dire tout à l'heure, pas l'État russe, pas le gouvernement russe, mais le régime russe, pour dire le même vocabulaire, les apparatchiks, les mafias, les gens autour de Poutine et tout ce système qu'on connaît tous.
Mais pour revenir à cela, il y a aussi quelques analyses qui parlent de l'inverse, c'est-à-dire que l'Iran profite financièrement des trafics Des effectués proxys. Hmm. par les milices en Syrie, par les milices au Liban et en Irak. C'est-à-dire, c'est aussi une source de financement. Oui, ça c'est nouveau, ça c'est lié à la pression maximale. Parce que l'Iran a besoin de devises. Donc, par exemple, l'Irak, c'est une pompe à dollars pour l'Iran. Évidemment qu'ils vont utiliser leur proxy pour contourner les sanctions américaines. Et c'est pour ça qu'on va trouver tous les produits américains en Iran grâce au réseau en Irak, depuis d'ailleurs la présence américaine de 2003. Donc, ça a permis un meilleur accès pour le marché iranien, au Apple, etc. Donc, bien sûr que c'est une réalité, cette utilisation réciproque. Ce n'est pas que dans un sens. C'est compliqué. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a des plaintes aussi très nombreuses en Iran, donc une contestation de cette politique régionale en raison de ce coût économique. Parce que effectivement, ça permet de limiter les effets négatifs de la pression maximale, mais c'est aussi la cause de l'existence de la pression maximale. C'est la cause de l'hostilité de l'Occident vis-à-vis de l'Iran. Donc, peut-être les quelques milliards de dollars qui vont être dépensés pour soutenir ces groupes ou pour projeter l'influence idéologique de l'Iran vont coûter une part de PIB immense, 25, 30, 40% du PIB iranien, est perdu à cause de ces tensions avec les États-Unis depuis la Révolution. Donc, c'est une perte immense. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que le régime iranien, c'est un régime qui ne défend pas les intérêts économiques du pays. C'est à cause, entre autres, de cette politique régionale, et notamment l'opposition à Israël, qui coûte très très cher à la République islamique. Donc, et à l'Iran, à la nation. Donc il y a de plus en plus ce que j'appelle, moi, dans mon livre, l'Iran et ses rivaux, que j'ai dirigé, le nouveau patriotisme économique par le bas. Et ce qui m'avait intéressé à la fin de l'année 2019, c'est que cette revendication de normalité économique touchait aussi, en même temps que l'Iran, l'Irak et le Liban. Et il y avait des manifestations populaires contre ces réseaux sécuritaires, idéologiques et économiques iraniens. Parce que c'est des réseaux qui travaillent aux intérêts des systèmes en place, aux appareils de sécurité, mais pas aux intérêts nationaux des pays. Et c'est cette convergence des luttes, en tout cas au niveau des revendications, qui était nouvelle. Parce que jusqu'alors, depuis 2009, la politique de projection de l'influence iranienne n'était contestée qu'à l'intérieur des frontières de l'Iran. En Irak ou au Liban, cette contestation existait, mais n'était pas visible dans l'espace public. Et là, pour la première fois, à la fin de l'année 2019, en même temps, alors bien sûr, la crise sanitaire a relégué ces luttes au second plan, mais à mon avis, c'est une faiblesse. C'est-à-dire que Khomeini avait conçu cette politique pour renforcer le soft power de l'Iran, donc la popularité de l'Iran. C'était l'idéal pan-islamiste de la révolution. Et on voit qu'aujourd'hui, non seulement il y a le problème de la fracture sectaire qui s'est accentuée avec les printemps arabes, mais il y a aussi le problème de la rationalité économique de cette politique idéologique. Il n'y a jamais eu de rêve iranien dans la région, par exemple. Donc, personne ne va aller vivre en République islamique. Ce n'est pas un modèle économique attractif. L'idée d'économie islamique ne fait pas rêver. Donc, c'est ça qui explique cette demande de normalité. C'est ce qu'Olivier Roy appelle l'échec de l'islam politique. Son livre était d'abord basé sur l'expérience iranienne, qui est un désastre économique. C'est le talon d'Achille de la République islamique, mais je dirais plus seulement à l'intérieur du pays. Ils ne peuvent pas cacher aussi leurs limites à l'extérieur. Il y a le clientélisme qui est insupportable, je pense, pour les nouvelles générations. Et je pense que le substrat idéologique de la pensée, entre guillemets, de l'ayatollah Khomeini n'est plus attractif. C'est une idéologie qui est datée. Il faut comprendre, c'était déjà un vieil homme en 79. Donc c'est une idéologie qui date des années 50, 60. Et mettre ça en place au niveau d'un pays en 2020, c'est pour ça qu'il y a cette contradiction, ce que j'appelle moi les ayatollahs oligarques, entre aller à Davos et crier mort à l'Amérique. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus impossible à défendre sur le plan intellectuel. Et je pense que les Iraniens l'ont compris en majorité, mais les pays de la région, les peuples de la région, le problème, c'est que les États-Unis, par leurs erreurs, l'abandon des Kurdes ou l'assassinat de Rassem Soleimani en Irak, sans l'autorisation du gouvernement irakien, vont par leurs actions mettre l'ingérence iranienne au second plan. Et l'ingérence américaine revient toujours au premier plan.
Et donc, ça relégitimise, si vous voulez, le discours de la République islamique. Donc, c'est vraiment l'élément le plus favorable à la popularité, ce qu'il en reste de la République islamique, c'est la politique américaine, qui est souvent pire que celle de la République islamique. Pour confirmer ce que tu viens de dire, l'assassinat du scientifique récemment a fait remonter la popularité du régime iranien au sein de la rue arabe et musulmane. Et comme l'assassinat de Qasem Soleimani aussi, même si pour certains c'était un gain à court terme, mais en réalité ça renforçait le régime iranien. Peut-être le régime iranien, dans son système profond, il était tout à fait satisfait en fin de compte de ces assassinats, même si c'est l'inconscience, mais parce que ça lui a rendu un grand service de reconnaissance au sein notamment de la rue arabe et musulmane. Si tu veux, on va revenir à Biden si tu veux, mais si tu veux commenter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Non. Non, si, c'est pour dire que quand même là-dessus, le régime iranien a aussi un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un drapeau israélien qui a été mis sur un pont à Téhéran parce que pour une partie de la population, l'élimination d'un membre du régime est positive. Donc il y a quand même une sympathie à l'intérieur de l'Iran qui existe vis-à-vis des actions d'Israël qui sont contre. Et Kayan, le journal du Guide, s'est plaint de ça lors de l'exécution de l'opposant. Le journal Kayan a indiqué que certains se plaignent de l'élimination d'un individu, mais ne défendent pas le martyr nucléaire. Donc on voit cette guerre de propagande entre la société civile, qui aurait plutôt des sympathies à l'égard d'Israël, et le régime. Donc là aussi, il y a une faiblesse du régime, et on le voit dans la propagande, dans la réponse qui est donnée par le journal du Guide, par exemple. Et donc là, c'est une difficulté pour l'Iran. Et il y a aussi la question du risque d'escalade, c'est-à-dire de ne pas répondre à l'élimination de l'ingénieur peut amener aussi Israël, avec le soutien américain, jusqu'au 20 janvier, à une escalade et compliquer les scénarios qu'on a indiqués pour Biden. C'est-à-dire que c'est un événement aussi qui est à double tranchant parce que ne pas répondre, c'est aussi peut-être donner des idées, je dirais. Je ne sais pas si Israël a besoin d'idées quand il s'agit de la République islamique. En tout cas, de réaliser des objectifs jusqu'au 20 janvier tant que l'administration Trump est en place. Et l'administration Trump, tu penses qu'elle va avoir le dossier iranien comme priorité les premiers mois? Biden, l'administration Biden. Biden. Oui. Alors non, pas du tout, parce que c'est le Covid, il y a d'abord beaucoup d'autres questions. Mais c'est vrai que quand il s'agit, et puis il y a la question de la Chine sur l'agenda international. Mais l'Iran, quand même, c'est la question importante, parce que c'est aussi une question de politique interne. Mais il est très difficile, c'est un hard sale, comme ils disent les Américains, c'est très difficile à vendre la négociation avec l'Iran. Obama en parle dans ses mémoires. Il a beaucoup souffert de sa tentative de rapprochement. Il a souffert avec Khamenei, j'ai parlé du doigt d'honneur qu'il a reçu de la part du guide, mais il a reçu aussi beaucoup de critiques de AIPAC. Il parle du rôle de AIPAC, etc. Il a reçu beaucoup de critiques du Premier ministre Netanyahou. Donc c'est une contrainte forte qui va peser sur l'administration Biden aussi. Et donc, c'est plutôt une source de problème. Alors, est-ce qu'ils auront l'énergie diplomatique? Puisque ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'Iran, la question d'un compromis avec les États-Unis est indispensable pour la survie à court terme. Pour les États-Unis, la question de l'Iran est importante que dans le sens où l'administration Biden va essayer de ne pas susciter une escalade militaire. Donc, je dirais que jusqu'au 20 janvier, on a une première phase de danger. Le risque d'une confrontation tant que Trump est en place. Après, il y aura une désescalade qui va être recherchée. Mais là aussi, le sentiment d'insécurité qui est très important au sein du régime, la crise de confiance, le fait qu'il y aura quand même une période électorale qui va s'annoncer très vite, la fenêtre d'opportunité est très courte pour une négociation, sachant que pour détricoter les sanctions, il faudra plusieurs semaines. Parce que c'est un travail de juriste, c'est complexe et il y a beaucoup d'énergie à dépenser aussi sur le volet économique. Et donc, comme je l'ai indiqué par rapport aux entreprises, donc l'intérêt de l'Iran, c'est d'attirer des investissements, de faire du commerce pour qu'il y ait un certain niveau d'enrichissement, en tout cas de développement, pour que la population tolère le régime. Donc, c'est une question de légitimité en interne, l'économie, pour la République islamique. Donc là, aux États-Unis, il y a une tentation, c'est ce que disent
les collègues qui sont basés à Washington, même chez les démocrates, de vouloir poursuivre un peu cette pression pour voir jusqu'où ça va. Parce que probablement, ce qui va dicter la politique américaine dans la région, c'est tout d'abord ses relations avec Israël. Et si la pression israélienne va continuer sur Washington pour rester ferme et gérer avec main de fer le dossier iranien, peut-être même l'administration de Biden va continuer sur la même voie, peut-être avec un discours plus modéré, mais les finalités sont les mêmes, non? Et c'est ce que disent d'ailleurs les conservateurs en Iran, hein, tous les journaux iraniens, l'appareil de propagande. Biden, c'est la même chose que Trump. La fille de Rassem Soleimani a fait une longue interview pour expliquer que ce sont les mêmes, les assassins de Rassem. Donc il y a aussi l'anniversaire de l'assassinat de Rassem Soleimani qui arrive aussi, qui est une zone de danger, début janvier. Donc il faudra voir. Il faudra déjà sortir de Trump. Il faudra déjà, parce que chaque jour au Moyen-Orient est C'est un le risque. 20 janvier. C'est ça, voilà. Mais c'est long, jusqu'au 20 janvier. Ça peut être très long. Donc il y a déjà cette première phase. Ensuite, il y a vraiment cette question budgétaire. Parce que si l'Iran n'accepte pas un certain niveau, en tout cas la République islamique, d'humiliation vis-à-vis des États-Unis ou Israël, parce qu'ils acceptent, c'est ça qui te fait dire que peut-être ils sont contents que l'ingénieur ait été assassiné, c'est parce que tu te demandes comment ils acceptent ce niveau d'humiliation. Mais en fait, s'ils ne se font pas humilier par Israël ou les États-Unis, ils vont se faire humilier par les Chinois sur le plan économique. Donc, ils n'ont pas beaucoup de choix. Les Européens sont partis, les Américains depuis très longtemps. Donc, ils sont dans une situation de grande dépendance vis-à-vis de la Chine. Et donc, ils ont des options très limitées pour assurer la pérennité du système, qui est quand même l'objectif prioritaire, et qui leur fait accepter toutes ces humiliations, tout en essayant de capitaliser sur leurs échecs. C'est ce que tu as indiqué sur les effets positifs, ils vont se focaliser sur ce que tu as dit. Donc c'est ça. Mais capitaliser sur des échecs en permanence, au niveau de l'opinion publique, ça a une certaine, surtout quand on connaît le nationalisme des Iraniens, c'est ça qui explique l'émergence de ce nouveau nationalisme par le bas que j'ai mentionné, séculier, qui demande la fin de la théocratie, la séparation du religieux et du politique. Il y a une véritable demande de laïcité à la française en Iran, donc vraiment anticléricale, contre le clergé chiite. Parce qu'il faut comprendre, en interne, c'est perçu comme une classe qui s'est enrichie et qui a formé une nouvelle classe dominante. Et tout en disant aux autres, évidemment, de ne pas être matérialiste, de poursuivre un idéal d'ascétisme. Et eux-mêmes, dans le même temps, en contradiction avec leur discours, se sont enrichis. Donc ça, c'est un autre problème, une autre facette du problème de l'ayatollah oligarque que j'ai mentionné. On ne peut pas être un milliardaire géant de la pistache comme l'était Rafsanjani en prêchant la sobriété pour les autres. À un moment donné, c'est ce qu'on appelait Tartuffe. Donc il y a ce souci-là. On l'a vu pendant la crise sanitaire avec ce débat sur la médecine islamique, etc. Et le fait que le régime alimente la superstition dans la lutte contre le Covid. Et là aussi, il y a beaucoup de fake news sanitaires. Donc, alors qu'il y a une communauté scientifique très forte, très dynamique en Iran qui existe. Donc, il y a ce jeu avec la société civile, l'intelligence collective, donc de la société, des élites scientifiques dans le domaine de la santé. Et il y a ce régime qui va toujours essayer de travailler les vices ou en tout cas de jouer sur les superstitions, de jouer. Et là, je pense qu'ils sont dans un moment où la population, la transformation socio-culturelle du pays leur échappe. Et d'où cette répression systématique et de plus en plus violente contre leur propre population. Clément, comme tu as déjà travaillé sur la relation entre Téhéran et Moscou, je pense dans un ouvrage qui a été publié chez TÜV en 2012, tu penses que la Russie et Moscou, Poutine, maintenant, avec la nouvelle administration américaine, est-ce qu'ils vont jouer quelconque rôle pour un rapprochement, un éloignement? Ils profitent, ils vont pousser vers quelques directions. Comment tu envisages la position de Moscou? Alors, toujours les mémoires d'Obama, qui sont très longues, hein, donc il y a beaucoup de chapitres à explorer. Il y a un long chapitre sur le 8-7, donc quand il a lancé cette idée de se rapprocher de la Russie. Et son principal succès du 8-7, il le met en avant, c'est le changement de position russe sur l'Iran. Il a été très surpris par l'accueil positif qu'il a reçu à Moscou, c'est ce qui est vrai, hein, je vais étudier en détail.
Medvedev, pour la première fois, a mentionné que peut-être l'Iran recherchait une bombe, etc. Donc, des positions qui étaient étonnantes, qui ne correspondent pas du tout aux éléments de langage habituels de la diplomatie russe. Mais il y a quand même un risque. Donc, l'Iran a joué aussi un rôle constructif pour les négociations nucléaires. Ça apparaît dans les mémoires de John Kerry. Donc, il salue aussi le rôle de Moscou dans la conclusion du JCPOA, qui était un partenaire tout à fait fiable, qui a soutenu les efforts de l'administration Obama sur la question nucléaire iranienne. Parce que tout simplement, Moscou poursuit en tant que grande puissance du Conseil de sécurité le même objectif dans ce qu'on appelle la politique de non-prolifération. Même si le cas iranien, je travaille là-dessus en ce moment, est aussi une construction des États dotés de l'arme atomique, dont la Russie fait partie, sur un pays qui n'a pas la bombe, mais dont on parle tout le temps. Alors qu'on ne parle jamais, par exemple, de la bombe israélienne, qui pourtant existe, elle. On a même fait un sondage dans mon équipe Savoir Nucléaire. Il apparaît que, par exemple, plus de Français pensent que l'Iran a la bombe qu'Israël a la bombe. Donc ça entraîne ce biais de la non-prolifération, beaucoup d'effets, alors que l'Iran est un pays du seuil. Il y a une quarantaine de pays qui sont comme l'Iran dans le monde. Donc il n'y a rien de spécial au programme nucléaire iranien. Ce qui est spécial, c'est la nature du régime. Et c'est le non-dit, en fait, de tous ces débats. Alors, est-ce que la Russie va continuer à jouer ce rôle positif d'équilibre? Ça dépendra aussi de la stratégie vis-à-vis de la Turquie. Parce qu'il y a quand même un risque pour la Russie, c'est que l'administration Biden se rapproche beaucoup de la Turquie pour s'opposer à la Russie. Donc, ce n'est pas sûr qu'on sera dans un schéma de reset comme au début de l'administration Obama. Donc, s'il y a vraiment cette tendance qui l'emporte à Washington, donc utiliser la Turquie contre la Russie, là, on peut s'attendre quand même à que la Russie joue le rôle de spoiler, de perturbateur sur la question iranienne. Et notamment aussi parce que l'autre changement par rapport à la période dont je parle, donc du reset d'Obama, c'est la rivalité qui est devenue quand même beaucoup plus intense avec la Chine et le rapprochement russo-chinois. Et donc l'Iran a basculé depuis le milieu des années 2000 sous les effets des sanctions européennes dans la sphère économique chinoise. Le premier partenaire économique de l'Iran, c'est la Chine. Alors là aussi, il y a une concurrence entre Russie et Chine, un peu comme tu as dit pour Russie-Iran en Syrie. Donc bien sûr que sur le nucléaire iranien civil, les Chinois vont pousser et seront en compétition avec les Russes. Sur les ventes d'armes aussi, puisque les Occidentaux sont exclus de ce marché. Mais quand même, ils auront intérêt à maintenir cette exclusion peut-être de l'Occident et de se réserver le marché iranien, qui est quand même très important, plus de 80 millions de personnes, pour leur complexe militaro-industriel, leur nucléocratie, et d'exclure l'Occident. Donc ils n'auront peut-être pas intérêt à ce qu'il y ait un nouveau JCPOA, un nouveau accord, une nouvelle détente. Mais ils n'ont pas intérêt non plus à ce que la conflictualité soit très élevée. Donc la Russie, en général, sur la question iranienne, elle est intéressée par un certain niveau de tension entre l'Iran et l'Occident, mais en même temps, elle veut un Iran solvable. Parce que la Russie veut un Iran qui vend du pétrole pour pouvoir acheter des armes russes. Parce que si l'Iran est à sec, là, comme actuellement, sans devise, sans ressources, ce n'est pas un marché intéressant non plus pour les Russes. Donc, il y a aussi la question macroéconomique, c'est-à-dire il faut un minimum de relations entre l'Occident et l'Iran pour que l'Iran soit solvable pour les Russes et les Chinois. Donc, ils n'ont quand même pas intérêt à non plus un affrontement qui soit trop dur. Sous Trump, c'était trop pour les Russes et les Chinois. Donc, ils ont aussi intérêt, je pense, à court terme à la désescalade. Merci beaucoup, Clément. Nous avons de nos téléspectateurs beaucoup de questions qui sont assez longues. On va essayer de donner des réponses courtes parce que les questions sont nombreuses. La première, c'est comment expliquez-vous que l'Assemblée islamique a récemment adopté une loi qui oblige le gouvernement à reprendre l'enrichissement et le stockage de l'uranium jusqu'à taux de 20% et arrêter et suspendre les inspections de l'AIEA sur les sites nucléaires? Je pense que tu as la question devant toi. Oui. Bon, l'idée principale, c'est ça. Il termine parce que je la partage aussi avec nos spectateurs. Le président Rouhani qui s'est montré hostile a-t-il le pouvoir de refuser de signer une telle loi dès lors que celle-ci a été validée par le Conseil d'État?
Alors, il a dit qu'il avait sa propre interprétation. Donc, les conservateurs se moquent de lui parce que il était le gouvernement de la sagesse et de la modération, et les conservateurs lui disent qu'il est le gouvernement de l'interprétation et de la modération. Parce que lui, il retient qu'une partie de la loi Rouhani, c'est la levée des sanctions. Parce qu'officiellement, cette loi d'accélération du programme nucléaire, c'est le bazar nucléaire. C'est le, plus le programme accélère, plus l'Occident s'inquiète, et plus il oublie les autres dossiers que j'ai évoqués, le nucléaire élargi, vous vous rappelez, les droits de l'homme, le balistique, la région. Plus il y a du nucléaire, plus l'Occident est aveuglé. Donc, il traite l'Occident, voilà, c'est une stratégie de négociation. C'est le bazar, c'est le marchandage qui commence. Donc, c'est plutôt un signe d'ouverture, je dirais, avec un risque, évidemment, d'accélération du programme. Mais comme je l'ai dit, pour la non-prolifération, la première étude de la CIA qui mentionne une bombe iranienne date de la fin des années 70. Donc, il y a plus de 40 ans sous le Shah d'Iran. À l'époque, ça ne posait pas de problème. Les Occidentaux étaient très contents du programme nucléaire iranien. La France construisait 10 réacteurs en Iran. Donc, si vous voulez, tout ce qui nous pose souci aujourd'hui, à l'époque, on l'a encouragé. Donc, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, lié à la nature du régime. En soi, ces décisions, dans un climat de confiance, et si l'Iran de la République islamique ne menaçait pas les intérêts de l'Occident, ça poserait aucun problème. Simplement, ce qu'on accepte du Shah d'Iran, puisque le programme était à peu près le même à l'époque, et ce qu'on accepte de la République islamique n'est pas au même niveau. Donc, c'est ça la vraie question. Est-ce que le régime peut changer? Je pense que je vous ai répondu que tant que Khamenei est là, non. Est-ce que le nucléaire est une question? Est-ce que l'Iran peut vraiment passer à l'acte? C'est très difficile parce que c'est un suicide économique et c'est aussi cette accélération du programme nucléaire un moyen, avec l'assassinat de l'opposant, de répondre à l'assassinat de l'ingénieur nucléaire. Parce que là aussi, il n'y a pas de vengeance. Donc, il y a une réaction. Donc, à chaque fois qu'il y a un acte d'un ennemi, entre guillemets, de la République islamique contre un membre du régime, il y a ce type de mesures qui sont prises. Il y a aussi, par exemple, une augmentation du budget du centre de recherche que gérait l'ingénieur dans le nouveau budget de plus de 200%. Donc, ils vont surinvestir le budget de ce Farizadeh. Voilà. Donc, c'est des réactions qui sont à prendre avec précaution parce qu'ils ont augmenté le délai pour la mise en œuvre de la loi. Donc, ils ont prévu que la loi, si elle devient effective et qu'elle doit être appliquée, ça interviendra après l'intronisation de l'administration Biden, ce qui laisse quand même quelques jours pour voir si les Américains veulent bien conclure. Il y a une question qui a été posée dans la discussion et je prie nos téléspectateurs de nous poser les questions seulement dans la rubrique questions-réponses. C'est concernant les relations avec la Turquie. Tout récemment, on a vu que la presse iranienne a beaucoup caricaturisé ou s'est moqué carrément du président turc, contrairement aux apparences, parce qu'on croyait que l'alliance ou les intérêts communs étaient en bon marche, notamment au niveau économique, parce que quand même la Turquie sert d'ouverture pour l'Iran. Mais qu'est-ce qui explique maintenant ce conflit un peu silencieux entre les deux pays? C'est en fait ce que j'expliquais pour les intérêts nationaux de l'Iran par rapport à la politique au Moyen-Orient. Avec la Turquie, c'est un autre cadre, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de l'ancien espace soviétique. C'est aussi la conséquence de la guerre du Karabakh qui a été gagnée par l'Azerbaïdjan, qui a été une défaite pour l'Iran. On en parle peu, mais je dirais, si on pose la question, c'est quelle est la plus grande catastrophe pour l'Iran sous l'administration Trump? C'est la perte de cette frontière quand même avec l'Arménie. Il vaut mieux avoir, du point de vue iranien, quelques dizaines de kilomètres de frontière avec l'Arménie qu'avec la Turquie, et surtout avec Israël en Azerbaïdjan. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'affaiblissement. La frontière est avec l'Afghanistan et le Pakistan est déjà déstabilisée. La frontière ouest avec l'Irak est aussi instable. Et maintenant, il y a un nouveau front au nord. Il y a eu des morts en Iran pendant la guerre. Donc, des engins explosifs qui sont atterris du côté iranien. Donc, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour l'Iran et surtout à cause du panturquisme. Donc, il y a maintenant un corridor qui permet à la Turquie d'éviter le territoire iranien. Donc, une perte de contrôle pour l'Iran des flux commerciaux et aussi, surtout, le risque du panturquisme qui est un danger, une idéologie expansionniste
qui pose un problème parce que l'Arménie, c'est l'allié historique de l'Iran. Et c'est contre-intuitif parce que l'Arménie est chrétienne, l'Azerbaïdjan est chiite. Donc, on s'attend, mais dans l'ancien. Il y a une azari importante en Iran. Oui, mais alors, ce n'est pas une minorité, ça c'est Israël qui nous raconte cette histoire. Et les néoconservateurs américains, c'est le monde turco-iranien. C'est-à-dire que tous les Iraniens sont un peu turcs. Alors, quand on dit aux Iraniens qu'il y a une minorité azérie, ils rigolent. Parce qu'en fait, bien sûr, sur le plan linguistique, culturel, par exemple, pour un étranger persanophone comme moi, c'est la seule province où on m'a reproché de parler persan. Donc, je l'ai vécu, je l'ai vu. Donc, je ne dis pas que c'est la même chose que le reste de l'Iran. Mais quand même, c'est la région la plus conservatrice. Le guide, sur le plan religieux, le guide Ramenei vient d'un village d'Azerbaïdjan, même s'il est né à Machhad, dans la ville religieuse du Nord. Il parle azéri lui-même, donc le dirigeant numéro un. Et les Azéris sont parmi les principaux bénéficiaires de la révolution islamique. C'était des Bazaris, donc ils sont très. On pourrait, si on faisait une comparaison qui est vraiment mauvaise, dire que c'est un peu les Corses en France. Donc ils sont à la fois dans une quête d'autonomie, mais pas d'indépendance vraiment, même si ça existe. Donc c'est pas. Tabriz a été la capitale commerciale de l'Iran, et la capitale. Donc c'était le carrefour commercial avant la fermeture de la frontière à l'époque soviétique. Donc historiquement, l'Azerbaïdjan fait partie de l'Iran et les tentatives de sécession dans l'histoire ont été le fruit des communistes, donc de l'URSS, Staline. Donc c'est pas quelque chose qui est majoritaire, ces sentiments séparatistes, c'est une exception. Mais par contre, comme le régime est fragilisé, il a eu peur. Et donc, ça explique aussi cette stratégie du guide d'afficher des positions plutôt favorables à l'Azerbaïdjan sur le plan du droit international, parce que l'Iran a aussi des minorités ethniques. Donc, il ne pouvait pas défendre l'indépendance du Karabakh, qui est finalement une minorité ethnique dans l'Azerbaïdjan. Et donc, c'était plus une question interne pour l'Iran, parce que, bien sûr, après, Israël ou les Américains peuvent dire les Kurdes doivent être indépendants, les Kurdes iraniens, voilà, et jouer la carte de l'irrédentisme kurde. Donc, il y avait cette limite, mais en même temps, tout le monde savait que l'Azerbaïdjan allait gagner à cause du rapport de force qui était défavorable à l'Arménie. Donc, il y avait une dimension opportuniste aussi dans cette évolution de la position iranienne. Et surtout, l'élément principal, c'est que l'Iran évolue dans le cadre russe, dans cet espace. Ce n'est pas du tout comme au Moyen-Orient où l'Iran a une politique anti-américaine. Donc, sa politique régionale est fondée sur le rejet de la puissance impérialiste de la zone. Pas du tout. Dans l'ancien espace soviétique, au contraire, l'Iran recherche la tutelle russe. Et comme la Russie aussi a basculé un peu plus vers l'Azerbaïdjan cette fois-ci, pour d'autres raisons, l'Iran a suivi son allié russe. Donc ça, c'est pas nouveau. L'Iran suit la Russie dans l'ancien espace soviétique et n'est pas une puissance contestataire de l'ordre régional établi, parce que c'est un ordre russe. Et d'ailleurs, l'Iran souhaite rentrer dans l'organisation de coopération de Shanghai. Et là, l'OCS, donc, qui est l'organisation régionale qui structure cet espace. Mais les Chinois refusent, parce qu'ils ont peur que ça ait des conséquences pour la relation avec les États-Unis, qui est déjà difficile à gérer. Donc, c'est plutôt une méfiance chinoise, parce que les Russes seraient plutôt favorables à intégrer l'Iran dans l'OCS, qui freine cette stratégie de soumission de l'Iran aux deux puissances non occidentales, internationales du Conseil de sécurité. Donc, il y a plusieurs niveaux, mais au final, l'Iran a perdu aussi, et la Turquie est l'une des puissances qui a gagné. Donc, il y a une sensibilité particulière en ce moment sur un discours d'Erdogan qui va, même s'il a dit que c'était involontaire, provoquer ce sentiment d'appartenance des Azéris à la nation iranienne. Peut-être ton micro, il touche Pardon. le fil de bruit, si tu peux le mettre loin de la reste. Voilà, très très bien. Pardon. Et pour nos spectateurs, ne levez pas la main s'il vous plaît, posez vos questions dans questions-réponses. Là, on a une question qui est en liaison avec le Liban. Est-ce que la situation très détériorée au Liban constitue une opportunité pour l'Iran d'augmenter sa pression régionale via ses proxys ou constitue au contraire une potentielle vulnérabilité pour sa capacité d'influence et celle de Hezbollah, ou alors l'Iran ne s'y intéresse pas? C'est pas possible ça. Non, ça c'est pas possible. Mais par contre,
un Hezbollah affaibli par la contestation populaire dont j'ai parlé de novembre 2019, c'est une très mauvaise nouvelle parce que le Hezbollah, c'était la principale arme de l'Iran par rapport à la rue arabe que Salam mentionnait tout à l'heure. Et on voyait en 2006, hein, c'est un peu le pic de la réussite de cette stratégie avec la guerre du Hezbollah contre Israël et le soutien iranien. Mais ensuite, c'est la guerre de Syrie qui entraîne finalement cette désillusion de la rue arabe avec le soutien au dictateur contre la révolution. Donc, c'est à partir de, quand même, cette date restera. Une puissance révolutionnaire est devenue réactionnaire, donc anti-révolutionnaire. Et donc ça, c'est quelque chose que l'Iran doit gérer avec le Hezbollah aussi, qui se prétend un parti pour la résistance, etc. Et qui en Syrie aussi a contribué au maintien d'un régime autoritaire. Donc là, la question est plus économique pour l'Iran, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Iran n'offre pas une alternative économique au problème du Liban. Et un Iran qui est asséché comme là ne peut pas aider le Liban. Donc, il n'y a pas les sommes qui seraient venues au temps d'Ahmadinejad, où le baril était à $140, ne peuvent pas venir en cash aider la communauté chiite libanaise. Donc, là, il y a quand même une question qui se pose pour la République islamique aussi, avec cet affaiblissement économique, la récession, la crise du Covid, la baisse du prix du pétrole, les sanctions américaines. Il y a une urgence aussi pour rétablir sa capacité d'influence. Alors la bonne nouvelle pour l'Iran, je dirais au Liban, c'est le retrait des monarchies du Golfe de cet espace et l'arrivée de la Turquie. Donc c'est vrai qu'il y a moins de conflictualité, c'est moins un enjeu dans la rivalité avec l'Arabie Saoudite qui s'est décalé plus vers le Yémen maintenant. Donc le Liban appauvri, affaibli, fait que le Hezbollah doit gérer des problèmes quotidiens et peut moins apparaître aussi comme défenseur des intérêts de l'Iran au Liban. Donc ça gêne, je dirais, cette crise économique libanaise, les ambitions régionales de l'Iran. Il y a une question de notre cher Louis Blin. Il dit: Bonsoir Clément, tu nous décris avec éloquence une situation de blocage dont on ne voit pas comment en sortir. L'Iran n'a pas conscience de son auto-marginalisation qui s'ajoute au désengagement américain dans la région. Si le blocage perdure, comment l'Iran réagira-t-il? Violemment? C'est le problème de la fuite en avant. S'il n'y a pas de solution économique, pour l'instant, la réaction, c'est d'augmenter ou d'annoncer une future accélération du programme nucléaire. Donc, c'est une stratégie pour gagner du temps, à la fois pour sauver la face en interne, parce que l'Iran peut certes encaisser des humiliations, mais il y a à un moment donné le risque de provoquer l'escalade aussi, et surtout d'inciter les États-Unis à gagner du temps pour voir jusqu'où ils peuvent affaiblir l'Iran, même sous Biden. L'option que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui existe à Washington, qui existe à Paris, qui existe à Berlin, ce qu'on appelle l'option du nucléaire élargi, c'est ça, c'est de dire en fait, on peut obtenir plus de l'Iran en demandant plus et en donnant moins que ce qu'on avait prévu dans le JCPOA. Donc l'impression de l'Iran, c'est d'être soumis à un marchandage qui est en sa défaveur, du fait du retrait américain, qui crée une situation où c'est l'Iran qui en demande. Et donc, le rapport des forces n'est pas favorable. Mais en même temps, la force de l'Iran, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les erreurs américaines et surtout le fait que les Américains ne veulent pas non plus une confrontation militaire. Alors, Israël aimerait que les États-Unis fassent cette guerre à leur place, tout le monde, l'Arabie Saoudite, etc. Mais personne ne veut assumer les conséquences d'une escalade militaire. Donc, bien sûr que je vois bien ta question. Est-ce que l'Iran sera tenté de provoquer, en tout cas, ou d'envoyer des messages que le risque est imminent s'il ne se passe rien sur le volet sanctions? C'est une question qui s'est posée au moment où l'embargo pétrolier a été mis en place par l'administration Trump, qui était perçu à Téhéran comme un acte de guerre. C'est pour ça qu'il y a eu le sabotage. Vous vous rappelez les épisodes printemps-été 2019 et début de l'année 2020. Donc, pour obtenir une désescalade, donc il n'y a pas forcément une impasse. J'ai offert une sortie de crise. Pétrole contre restriction du programme nucléaire. Mais il n'y aura pas de nucléaire élargi, tout ça. À mon avis, c'est
c'est du discours aussi à destination des audiences locales. C'est ce qu'on a entendu à Manama là, pour le Manama Dialogue du IISS. Mais ce n'est pas quelque chose qui est sérieux, puisque l'Iran a répondu à cette proposition saoudienne en disant que l'Arabie saoudite est un pays médiocre. Donc, et que la question nucléaire iranienne, c'est une question de souveraineté nationale, et ce n'était pas une question qui concernait les voisins. Si les voisins de l'Iran voulaient régler ces questions en l'absence d'une puissance impérialiste tierce, l'Iran était ouvert évidemment à une négociation, etc. Mais le problème de l'Iran, c'est que la conditionnalité qui est posée, c'est l'abandon de la tutelle américaine. Et donc ces États-là ont externalisé leur sécurité dans les mains de Washington. Donc il y a vraiment un blocage, à mon avis, une impasse qui perdure depuis la Révolution. Donc tant que ce régime, je reviens sur mon idée, perdure avec Khamenei, pas de nucléaire élargi. Alors, pour rebondir à une réponse que tu as donnée tout à l'heure concernant la Turquie, pourquoi se rapprocher de la Turquie serait utilisé par Biden contre la Russie? Ne pensez-vous pas que Erdogan continuerait de jouer sur les deux tableaux? Alors, bien sûr qu'il essaye, c'est son objectif principal, effectivement, de faire du en même temps, pour le coup. Mais je pense que l'économie pour la Turquie est très importante. Là, il y a des sanctions américaines, il y a une crise économique. Donc, le soutien de l'administration Biden, on voit le rapprochement avec Israël aussi, entre la Turquie et Israël, qui se dessine, est quelque chose qui va, à mon avis, être dans les premiers mois de l'administration Biden, quelque chose qu'on va voir et qu'on va... voilà. Après, la Turquie n'est pas un État idéologique comme la République islamique. À mon avis, elle défend quand même les intérêts nationaux turcs. Je ne vois pas la Turquie se suicider économiquement en basculant dans une alliance totale avec la Russie. Je ne vois pas du tout cette option. Même s'il y a une déception vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Union européenne, etc., et qu'il y a des tensions avec la France, bien sûr, mais ce n'est pas comparable. La Turquie est membre de l'OTAN. Donc, c'est plutôt un classique, ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout quelque chose d'une nouveauté. Historiquement, la Turquie est dans l'OTAN par peur de la Russie. Parce que le passé de la Turquie vis-à-vis de la Russie est le même que celui de l'Iran. Donc, il y a beaucoup de guerres russo-turques au XIXe siècle, il y a une mémoire historique, etc. Donc, le Shah d'Iran, d'ailleurs, partageait cette politique. Le Shah d'Iran était dans l'alliance du Cinto, avait défini Moscou comme la principale menace pour la sécurité nationale de l'Iran. Donc il y a cette compétition, et la Turquie a plutôt mieux réussi. Si on regarde la trajectoire économique de la Turquie était plus pauvre que l'Iran avant la Révolution, elle est aujourd'hui plus riche sans pétrole. Donc je ne vois pas la Turquie changer de modèle. Très bien. Alors, il y a une question, mes collègues m'ont aidé à comprendre ces détails. Peut-on penser que le Brexit a eu un impact sur la cohésion du E3 depuis le retrait unilatéral des États-Unis de JCPOA le 8 mai 2018? Est-ce que ça a un effet sur la politique européenne? Oui. Alors, je ne pense pas, parce que la France a pris la place de l'Angleterre en Iran à l'époque de Sarkozy. Donc, c'est la France qui joue le rôle depuis 2006-2007 de la puissance européenne la plus proche des États-Unis sur la question nucléaire iranienne. Donc, il y avait même disons une concurrence, puisque les deux jouaient le même rôle. Avant, la France jouait un rôle d'équilibre entre l'Iran et les États-Unis. C'est la fameuse tradition gaulo-mitterrandienne. Mais ce basculement qui a eu lieu entre 2005 et 2007 a fait que les Français, on le voit d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, sont désormais traités en Iran comme les Anglais. Et quand on connaît l'histoire et le passé de la puissance britannique en Iran, c'est inquiétant pour la France. Donc du coup, je ne pense pas que l'effet soit très important. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'Europe aura du mal à rétablir cette crédibilité perdue sous Trump au niveau économique. Elle pourra, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'aspect achat de pétrole.
les entreprises françaises ne feront pas confiance à une administration démocrate qui poussera les entreprises françaises à aller en Iran ou les entreprises britanniques. Par contre, les Britanniques ont été plus prudents, hein, même quand ils étaient dans l'Union européenne. Après le JCPOA, ils ont très peu investi le marché iranien. Ils avaient une certaine forme de distance qui était liée à leur proximité avec les États-Unis. Et peut-être à leur expérience historique avec l'Iran. Oui, tout à fait. Et le fait qu'ils sont plus liés aussi avec l'autre rive du Golfe Persique. Donc, ils ont un partenariat quasiment exclusif avec des pays de la zone. Donc, ces pays ont vu d'un mauvais œil les entreprises qui étaient présentes des deux côtés du Golfe Persique à l'époque. On l'a vu notamment avec des think tanks émiratis qui faisaient des listes d'entreprises qui étaient présentes des deux côtés. Donc, il y avait une pression qui s'exerçait aussi sur les sociétés, hein, pas seulement de la part d'Israël, hein, de l'AIPAC, ce qu'Obama mentionne, mais aussi les pétromonarchies, certaines sont aussi devenues des entités de lobbying à Washington qui peuvent aussi, ça peut aussi freiner, hein, certaines entreprises, parce qu'il y a le risque réputationnel, encore une fois. Une question de notre ami Jean-Pierre Perrin. Comment expliquer de telles failles dans le système sécuritaire iranien, comme le montre l'assassinat de l'ingénieur? En plus, il n'y a pas de version cohérente sur cet assassinat. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'affaiblissement économique, le fait que dans un pays où il y a une telle crise économique, un service de renseignement avec de l'argent peut obtenir beaucoup de choses, hein, parce que le désespoir, la désespérance est immense. L'impopularité du régime. Donc, j'ai mentionné aussi une certaine empathie vis-à-vis d'Israël au sein de la population iranienne, ou d'une partie en tout cas. Donc, il y a aussi un terreau favorable. Par réaction, peut-être pas par conviction ou par idéologie, mais par réaction au régime. Au régime. Oui, oui, à l'antisémitisme, etc. Et cette ambiance sur Israël qui est quand même très particulière en République islamique. Donc, mais il y a aussi une sympathie pour la cause palestinienne, bien évidemment, en Iran. L'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est pas exclusif. Mais en tout cas, c'est sûr que cette impopularité, cette défiance qui existe joue un rôle. Il y a aussi la capacité d'Israël à avoir une intelligence de ce qui se passe en Iran. L'iranologie israélienne est excellente. Il y a beaucoup de juifs iraniens qui se sont réfugiés en Israël. Donc, ils ont une intelligence de ce qui se passe en Iran qui est très élevée et aussi une énergie qui est dépensée par Israël pour comprendre la situation intérieure en Iran, un peu comme on voit avec les États-Unis, avec les Iran Watchers, tous ces diplomates américains dans les représentations américaines tout autour de l'Iran qui sont à 100% travaillent sur cette question. Donc toute cette énergie dépensée fait qu'il y a une compréhension fine, hein, de ce qui se passe, il y a une capacité aussi à mobiliser des réseaux qui est assez forte. Alors la vulnérabilité aussi s'explique parce que Salam mentionnait tout à l'heure, la compétition entre services. Donc il y a presque 13, je crois, services de renseignement différents en Iran. Et donc, il y a des vulnérabilités qui se créent du fait de la compartimentation et des tensions qui existent pour le champ de compétences. Mais c'est aussi une force, on l'a vu dans le cas de l'assassinat de l'opposant iranien. Ils sont aussi, dans une certaine mesure, performants. C'est sûrement une fuite d'un agent iranien dans la marjaïa de Ali Sistani qui a permis d'attirer l'opposant iranien. Donc, c'est quand même une victoire des services iraniens de pouvoir récupérer comme ça un opposant et le débriefer. Donc il y a une guerre des services qui existe, qui est structurelle entre les services occidentaux, les services français et iraniens. Donc c'est ça aussi qui est derrière cette difficulté à normaliser. Ils ont des failles, mais ils ont aussi une obsession de la sécurité. C'est à la fois une force et une faiblesse, je dirais, parce que quand on est trop paranoïaque, on perd de vue. Et beaucoup d'opposants disent aussi que le régime passe trop de temps aussi à surveiller sa propre population. Donc les activistes pour l'environnement, les militants des droits de l'homme, toute cette énergie des services iraniens qui est dépensée à juguler la contestation interne ne l'est pas pour bien contrôler les activités des autres services à l'intérieur de l'Iran. Justement, tu parlais tout à l'heure de l'infiltration auprès des services en Irak, Sistani et compagnie. Alors, la dernière question, quel levier d'influence l'Iran peut-elle avoir sur les prochaines élections législatives irakiennes en 2021?
Le principal levier, c'est l'anti-américanisme. C'est-à-dire que les Américains sont l'atout numéro un de la République islamique. Donc, c'est terrible. C'est comme en Afghanistan. D'ailleurs, si on regarde les publications des fondations iraniennes, les fondations Imam Khomeini, qui travaillent pour les déshérités, à la fois en Afghanistan et en Irak, c'est ces éléments de langage-là qu'on va retrouver, c'est-à-dire le rejet de l'occupation militaire américaine d'une terre musulmane, etc. Et c'est des arguments qui sont porteurs. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Au Pakistan aussi, où l'Iran investit beaucoup dans l'éducation. Donc il y a aussi ce travail de fond qui est fait, où on va autour de la mosquée avoir des services de santé, on va avoir une bibliothèque. L'Iran construit des universités aussi en Irak. Donc il y a vraiment des investissements dans l'éducation. Historiquement, c'est un peu le projet de la République islamique de la Révolution. La production de livres aussi. Donc il y a énormément de traductions du persan qui sont par l'Iran et qui sont diffusées et vers l'arabe aussi. Donc il y a une production en termes intellectuels. On ne voit pas souvent l'Iran comme une puissance intellectuelle, mais je pense que c'est un élément important de la popularité de l'Iran chez des déshérités irakiens ou des déshérités afghans ou pakistanais. Merci beaucoup, Clément, Terme, pour ce partage de réflexion sur la politique future de l'administration Biden avec l'Iran, qui nous a amené à parler aussi des autres aspects de la question iranienne dans la région. Je rappelle que ton ouvrage, ou que tu as dirigé récemment, qui vient de paraître chez l'édition Passé Composé, il s'intitule L'Iran et ses rivaux. J'invite aussi nos chers téléspectateurs, à ceux qui n'ont pas pu suivre dès le début cette intervention fort intéressante, que tous nos webinaires, et nous sommes à notre 26e webinaire avec Clément ce soir, sont postés sur notre site ainsi que sur la chaîne YouTube du CAREP, Centre arabe de Paris. La semaine prochaine, je partage un webinaire avec notre cher Bertrand Badi pour parler des rétrospectives des événements qui ont marqué l'année 2020. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal et que c'était une année assez difficile pour tout le monde. J'espère que nous traversons ce dernier mois de l'année avec le moindre de dégâts possible. Je remercie encore une fois Clément et je remercie notre cher public. Et je vous dis tous et toutes à la semaine prochaine. Merci, Salam. Merci Clément et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.